Est-ce que les villes africaines sont différentes des autres villes? Et votre réponse? Non. Enfin, oui et non. Non, parce que ces villes sont d'abord des villes avant d'être africaines. Et elles doivent être considérées comme des villes et pas comme des sous-villes ou comme un type particulier de ville. Il y a des questions essentielles, l'accès aux services, les risques, la gouvernance, les questions de mobilité, etc., qui sont de foncier, de densité, euh, qui sont les mêmes partout, euh, quasiment les mêmes partout. Donc ce sont d'abord des villes, et c'est des villes en tant que telles. C'est pas, voilà, c'est pas des villes de pauvres. Ce sont des vraies villes qui sont amenées à devenir, pour certaines, j'espère, vraiment des locomotives de l'économie du continent. Moi, voilà, j'étais à Dakar il y a une douzaine d'années. J'y suis revenu il y a un an. J'ai été bluffé par l'évolution de cette ville, dont on peut se dire, tiens, il se passe vraiment quelque chose. Il y a de l'urbanité qui arrive dans Dakar. Donc ce sont des villes comme les autres. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est quand on est dans une ville africaine, on le sait tout de suite. L'architecture, l'habillement, la gastronomie, un certain nombre voilà. Donc même si on est au Kenya ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, on est en Afrique, on est dans cette ville africaine. Voilà. Donc, mais rappelons-nous que ce sont d'abord des villes. Guillaume Josse, à quoi ça sert le numérique dans les villes? Alors à rien. Le numérique en tant que tel, ça ne sert à rien. C'est un outil, un média. Moi, si j'avais un slogan pour provoquer, je dirais avec le numérique, les maires pourront faire des erreurs, mais en toute connaissance de cause. Voilà, ils auront la capacité de savoir. Euh, on peut prendre le parallèle avec la qualité de l'air, par exemple. On a à Paris ou à Pékin ou à New Delhi ou, des capteurs qui nous renseignent sur la qualité de l'air, mais on respire toujours de l'air toxique. Hein. Ça change pas la qualité de l'air. Simplement, on le sait. Donc le numérique, pour moi, c'est ça. C'est la capacité de recevoir de l'information, de connecter, de mettre en réseau, d'obtenir des données, donc d'avoir vraiment une meilleure connaissance de la ville et de pouvoir aussi anticiper sur un certain nombre de modèles de planification, etc. Mais grosso modo, si on ne s'en sert pas pour prendre des décisions qui nous paraissent vertueuses, ça ne servira strictement à rien. On parle toujours de smart city et on associe toujours smart city et numérique. Mais pour moi, la smart city, si on revient et en fait, j'aime bien ce terme smart city parce que c'est la ville intelligente. Le numérique n'est pas intelligent en tant que tel. Un ordinateur, c'est pas intelligent. Ça fait juste ce qu'on lui demande de faire. Donc la smart city, ça devrait être une ville qui est la ville des intelligences collectives des gens qui font cette ville-là. Et alors là, c'est aussi bien en Afrique qu'en Europe. La Smart City n'est pas nécessairement une ville numérique, et surtout à l'inverse, on peut avoir une ville numérique connectée, branchée, tout ce que vous voulez, qui soit complètement stupide. Donc le numérique, ça n'est qu'un outil, et voilà, c'est important, ça va changer les choses, probablement, mais ça n'est qu'un outil. Et est-ce que cet outil, est-ce que c'est une évolution dans les outils ou est-ce que c'est une potentielle révolution dans la manière d'imaginer, de concevoir les villes? Alors, pour moi, c'est une évolution aujourd'hui, parce que quand on regarde l'évolution de ces villes moi ça fait à peu près 25 ans que je travaille, donc sur les 25 dernières années, euh, il s'est pas passé grand-chose qui change fondamentalement ce qui était une ville en Afrique, hein, par exemple, il y a 25 ans, dans les années 90 et maintenant. La question des zones inondables, la question des marchés, la question de la mobilité, des réseaux de transport, n'a pas fondamentalement changé avec le numérique. Ce qui pourrait faire une révolution, à mon avis, c'est l'intelligence artificielle. Si effectivement, l'intelligence qui aujourd'hui est exclusivement humaine pour faire la ville, si on déplace cette intelligence de l'humanité à des machines qui, elles, vont avoir une intelligence artificielle, là, on peut imaginer une révolution. Je ne sais pas laquelle. Bon, on peut imaginer des films formidables sur cette thématique-là. Aujourd'hui, le numérique, c'est une évolution. Certes, rapide, fulgurante. On voit à peu près en même pas 10 ans, on est passé de quasiment aucun smartphone en Afrique à un taux de pénétration du smartphone qui est absolument invraisemblable et qui permet de faire beaucoup de choses. Mais fondamentalement, là encore, moi, vraiment, je plaide pour être extrêmement modeste. Le numérique ne nous exonère pas de concevoir la ville avec une intelligence
en discutant avec les populations, les acteurs. C'est aussi un jeu de pouvoir, c'est un rapport de force. Il y a des questions géographiques qui ne sont pas réductibles à la question du numérique. Mais est-ce qu'on n'a pas, comme on le voit notamment en Amérique du Nord et en Europe, un risque finalement de privatisation de la gestion urbaine et de la planification par des grandes sociétés qui finalement pourraient détenir les données dont on parlait tout à l'heure? Oui, alors d'abord, la privatisation, à mon avis, elle est déjà là en Afrique, hein. On est dans des villes largement privatisées avec une autorité publique qui est extrêmement faible. Et c'est bien quand même un des problèmes. Donc, je pense que cette question des big compagnies, là, les GAFA, les Google, Facebook, etc., ou d'autres, finalement, prennent le train en marche. Mais la question de la privatisation, elle ne démarre pas avec le numérique. Moi, il faut toujours se rappeler, par exemple, qu'en France, c'est Monsieur Michelin qui a mis des bornes kilométriques à chaque kilomètre sur les dizaines de milliers de kilomètres du réseau français, uniquement pour que les gens, et c'est lui qui a inventé les cartes aussi, évidemment, les cartes Michelin, pour se repérer, pour inciter les gens à prendre leur voiture et à user leurs pneus et donc acheter des pneus chez Monsieur Michelin. Donc, et finalement, personne ne s'en plaint aujourd'hui qu'on ait des bandes kilométriques. Bref. Euh, donc, je pense que potentiellement, ces sociétés peuvent apporter des choses intéressantes. Moi, quand je prends ma voiture et que je me branche sur Waze de Google pour savoir s'il y a des bouchons, ça peut être extrêmement utile. Euh, on peut penser ce qu'on veut de Facebook. Moi, je suis pas de contre Facebook, mais on sait qu'en Afrique, Facebook est extraordinairement puissant. Et je pense que ça procède aussi de quelque chose de positif. Sinon, les gens, quand même, se connecteraient pas tout le temps. La question, là encore, j'y reviens comme un leitmotiv, c'est quel contre-pouvoir? Effectivement, si aujourd'hui Google ou Facebook ou Amazon débarquent dans un pays dans lequel il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'instance gouvernementale capable de garantir le respect de la vie privée, les libertés, etc., là, on va arriver sur des scénarios extrêmement négatifs. Pour moi, il y a deux questions à traiter. Il y a la question de l'anonymisation des données. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent de rendre les données anonymes. Donc ça nécessite une expertise particulière. Tout le monde ne sait pas faire ça. Mais ça nécessite aussi que côté gouvernement, on s'assure que la question est bien traitée. Et il faut aussi, j'allais dire que ça s'inscrive dans un processus de gouvernance, et voilà, que ça respecte la gouvernance locale. Je vais prendre un exemple. On a travaillé dans un pays que je ne citerai pas sur les données mobiles, en disant, voilà, on va exploiter des données issues des appels, savoir qui appelle qui, comment, pourquoi, etc. Et ça donnait une image extrêmement intéressante. Il y a eu deux types d'acteurs intéressés par l'exploitation de ces données. Effectivement, les compagnies privées. Alors, ça peut être des compagnies de transport, des compagnies de livraison à domicile, etc. Et puis les ministères de l'Intérieur aussi, qui évidemment sont les premiers intéressés. Donc la question de la privatisation des données, elle est aussi, en fait, pour moi, c'est plus globalement l'utilisation des données à des fins qui ne soient pas réellement démocratiques ou qui ne soient pas régulées. Donc la question de la transparence, d'avoir des commissions informatiques et liberté ou des instances de régulation par pays, c'est extraordinairement nécessaire aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. Donc effectivement, il y a un vrai risque, un vrai danger qui est aussi important que l'opportunité que ça fait apparaître pour ces villes. Est-ce que vous avez un exemple d'une innovation? Qu'est-ce que les villes africaines peuvent apprendre au sud comme au nord aux autres villes du monde? Alors on en parle beaucoup, mais c'est pas tout à fait une reverse innovation, mais quand même, c'est l'utilisation du smartphone pour payer, par exemple, qui a été les villes africaines ont j'allais dire 10 ans d'avance, non, parce qu'il y a 10 ans, ça n'existait presque pas, mais ont vraiment des années d'avance par rapport à l'Europe. Euh, Ça, c'est intéressant. Voilà. Là, elles sont clairement en avance au Kenya, mais maintenant aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout, sur l'utilisation de ces plateformes. Moi, je dirais deux choses, sinon de manière plus générale. C'est un, la frugalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a rien de se perd dans les villes africaines, hein. Vous trouverez jamais un frigidaire ou un vélo dans une décharge, hein. Il sera utilisé avant. Donc, quand même, la question de l'adaptation aux ressources et de la bonne économie des ressources, c'est une donnée qui me paraît un élément important qu'on aurait intérêt, je ne sais pas si ça va monter aux normes, qu'on aurait intérêt en tout cas à voir
venir au nord. Et puis l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une faculté de résilience de ces villes qui est juste absolument invraisemblable. Moi, je prends souvent l'exemple, voilà, quand j'essaie de décrire ça à des amis ou des gens qui connaissent pas forcément, je leur explique en 2 mots ce qui se passe dans les villes africaines et on en conclut que s'il se passait 1/10 de ça à Paris aujourd'hui ou à Lausanne ou dans d'autres villes, je pense qu'en 6 mois, il y aurait la révolution. En Afrique, on a une adaptabilité et donc une innovation quand même, une capacité d'innovation qui est vraiment intéressante et vraiment importante. Un programme sur lequel vous avez travaillé, un projet récent qui vous paraît innovant et qui serait riche d'enseignements pour les villes? Alors, un projet innovant, on travaille à Dakar sur l'exploitation des données mobiles. Même si ça s'est fait pas mal, enfin pas mal, un peu dans les pays du Nord, ça ne s'était encore jamais fait vraiment en Afrique. On est au début du processus, mais déjà on s'aperçoit, c'est pas tellement les résultats qui sont innovants, parce que évidemment, quand on analyse ces données mobiles, on va, notamment sur la question des transports, on va arriver à des choses que tout le monde sait. On sait où il y a des embouteillages à Dakar aujourd'hui, heureusement. Là où c'est innovant, c'est que, on a des données extrêmement récentes, on a des volumes, des quantités, et pas simplement des enquêtes sur lesquelles enfin, des échantillons. C'est-à-dire qu'on va commencer à dire, voilà, on sait qu'ici, il y a tant de milliers de véhicules par jour, ici, il y en a tant de milliers, voilà comment ça évolue entre la semaine et le week-end. Voilà d'où viennent les gens qui travaillent sur le plateau, il y en a 30 000 qui viennent de tel quartier, 40 000 de l'autre quartier, etc. Donc on va commencer à poser des chiffres. Ce qui est innovant, c'est que c'est pas cher du tout. C'est-à-dire, j'allais dire, si on mettait en place un système pérenne à Dakar de traitement et de gestion de ces données, c'est quelques milliers d'euros par an. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement peu coûteux. Et c'est innovant parce qu'on a une donnée qui est massive et qui est non pas exhaustive, parce qu'aucun opérateur n'a 100% des téléphones, évidemment, mais une donnée qui est quand même extrêmement puissante. On fait quand même le constat que les villes sont dans la même situation qu'il y a quelques décennies, voire la situation s'est empirée. Donc, à quoi servent les experts si les choses ne vont pas mieux? Alors d'abord, il faut, à mon avis, rester extrêmement humble devant notre métier. Les urbanistes ne font pas la ville. La ville, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, est un processus collectif, politique d'abord. C'est quand même, il y a des gens qui ont la responsabilité de prendre des décisions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et puis il y a aussi les entrepreneurs, des associations, des citoyens qui font la ville. Et puis il y a aussi des événements extérieurs, les guerres, la croissance économique, la découverte d'une mine. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer comment les villes se font. L'expert, il est là, à mon avis, pour faire 2 choses: pour conseiller ceux qui prennent des décisions, en disant, voilà, si vous faites ça, vous risquez d'avoir telle ou telle conséquence, et de leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce développement des villes, et puis de mettre en œuvre de rendre possible les décisions qui ont été prises, en disant, voilà, on a décidé de faire ceci, d'aménager telle zone, de redévelopper tel quartier, de traiter tel bidonville, voilà comment on va s'organiser, voilà comment on va faire, etc. Donc l'expert, il n'est pas là pour penser la ville, et comme les météorologues ne font pas le climat, sinon il ferait toujours beau. Bon. Je pense que sur la question spécifique, effectivement, des villes africaines notamment, pour moi, il y a un vrai déficit d'expertise, et notamment d'expertise locale, évidemment. L'expertise vient trop souvent d'ailleurs. On sait qu'il y a des problèmes de formation des jeunes, alors que je pense qu'il y a pas mal de jeunes sur le continent qui seraient intéressés. Il y a un problème de formation, et il y a surtout un problème d'embauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes ont quand même très peu les capacités d'embaucher des experts. Donc je sais que le terme d'expert n'est pas toujours très bien présenté et n'a pas une connotation toujours très positive, mais je pense qu'on manque d'expertise, c'est-à-dire de gens qui s'intéressent vraiment aux politiques urbaines aujourd'hui en Afrique. Et donc, alors, est-ce qu'on a aujourd'hui les outils adaptés? Que faut-il faire si on veut, comme vous le proposez, prendre ce numérique, mais faire de la vraie smart city, c'est-à-dire de l'intelligence collective, qui intégrerait cette donnée numérique contre laquelle, je pense que vous êtes d'accord, on ne va pas réussir à aller contre, et c'est même pas ni pensable, ni un objectif.
Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, comment est-ce qu'on intègre ces questions numériques? Comment on fait? Alors d'abord, les outils, ils existent pour la plupart. Ils existent, ils sont performants, on en développe, moi par exemple, mais d'autres. Euh, on a maintenant Internet à peu près partout en Afrique. Il y a des téléphones portables, des tablettes, etc. Donc les outils existent, mais on bute. Et ils sont pas chers aussi. Ça, c'est important. Hein, c'est très peu coûteux. Exploiter les téléphones, les données des mobiles ou exploiter des données satellitaires ou voilà, ce genre de traitement, c'est extrêmement peu coûteux. Ça coûte l'équivalent de quelques mètres de construction d'une route. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Ils sont en général assez faciles d'accès. On les télécharge directement. Il y en a beaucoup en open source, donc ça n'est pas très compliqué. Mais on bute toujours sur la même chose, c'est-à-dire qui va les utiliser. Si demain je mets un système numérique ou des capteurs, par exemple, je reprends la question des transports ou de la qualité de l'air, je mets des capteurs sur la qualité de l'air dans une ville, mais que j'ai personne pour aller récupérer les données, les traiter, les interpréter, et surtout pour adapter les politiques qui vont avec, ça sert à rien. Et c'est un peu là-dessus qu'on bute. Je pense qu'on a toujours une question, il faut toujours garder en tête la question du fonctionnement de ces collectivités. C'est-à-dire que c'est quand même une administration, quoi qu'on en pense. Moi, j'ai pas encore vu dans le monde de ville dont on puisse se dire elle est bien gérée, c'est une ville qui croît, qui se développe, la qualité de vie des habitants s'améliore, et en même temps une ville dans laquelle il n'y ait pas d'administration. Voilà. Après, on peut avoir n'importe quel type d'administration. Donc il faut des gens pour s'emparer de ces questions numériques, il faut les former, il faut qu'ils soient payés, qu'ils soient correctement payés pour ne pas avoir envie d'aller dans le privé dès qu'on les a formés. Il faut suivre sur le long terme, il faut les accompagner. Mais pour ça, si on commence à tirer la pelote de laine de tout ça, on va arriver sur la question des revenus des collectivités, quels moyens elles ont aujourd'hui. Les revenus, ils ne tombent pas du ciel, et ils tomberont certainement pas du ciel des bailleurs de fonds, qui ne financent que l'investissement. Donc ces revenus, c'est les revenus fiscaux essentiellement, les taxes, la fiscalité, un certain nombre de droits, etc. Ce qui implique de mettre en place des systèmes, et là le numérique peut aider, pour mieux collecter les revenus, etc. Mais on a un peu un serpent qui se mord la queue, parce que qui va intervenir pour à un moment casser ce cercle vicieux et pouvoir dire on rentre dans un cercle vertueux, on va commencer à améliorer les revenus, équiper les communes avec des outils numériques performants, modernes, qui permettront ensuite aux décideurs de faire des politiques adaptées, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de faire des politiques en toute connaissance de cause. Et qui va casser ce cercle alors? C'est d'abord les villes elles-mêmes. Je pense que certaines commencent à s'en rendre compte, puisque par exemple les questions foncières, de gestion du foncier, les questions de cadastre, les questions de fiscalité reviennent quand même pas mal sur le devant de la scène, parce qu'on sait bien que tout simplement la capacité d'accès à des emprunts d'une collectivité, elle est liée intrinsèquement à ses capacités à collecter l'impôt. C'est là-dessus que les banques vont lui prêter, lui faire confiance. Donc ça commence à venir. On a quand même un dispositif, on va dire, international de financement qui n'est pas du tout adapté à ça. C'est-à-dire qu'on a des gros financements d'investissement possibles et on ne sait pas faire des petits financements dans la durée. Concrètement, si on veut, je prends l'exemple d'une ville d'1 million d'habitants, par exemple, si on veut remettre en place un système fiscal foncier de gestion avec une administration qui ressemble à quelque chose et qui fasse correctement son travail, pour ensuite d'autres secteurs, hein, l'éducation, la planification, etc., ça va coûter quelques centaines de milliers d'euros par an, mais peut-être sur 10 ans, parce que c'est pas en 2 ans qu'on enclenche une nouvelle dynamique, un changement, etc. Donc je ne sais pas qui, je pense que des fondations peuvent aider, j'espère que un certain nombre de bailleurs vont s'y mettre en se disant oui, il faut voir un peu plus loin que simplement la période le temps de l'investissement. Les États eux-mêmes, qui peuvent aussi, peut-être, alors là, ça pose des questions sur l'autonomie des collectivités locales, mais on note un certain nombre d'États qui veulent reprendre la main sur ces questions-là, en disant finalement, si on laisse les communes toutes seules avec leurs problèmes, on ne va jamais y arriver. Voilà. Mais alors, face au constat, qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui d'être optimistes? Est-ce qu'il y a des choses dans le contexte actuel qui nous disent ah tiens, ça va être différent? Parce qu'on a quand même l'impression que l'histoire se répète et que tous les 10 ans, on dit ah, on va faire un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Mais si les choses ne changent pas, et qu'est-ce qui vous permet, vous, d'être optimiste? Parce que j'espère que vous l'êtes, puisque vous travaillez au quotidien dans ces villes. Rude question. Je ne suis pas toujours optimiste. En fait, je suis souvent pessimiste quand je suis à Paris,
Mais dès que je vais dans ces villes, je redeviens optimiste. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même quelque chose qui me laisse une petite pointe d'optimisme. Il faut être clair, la situation n'est pas brillante. Et pour au moins certaines villes ou certaines sous-régions, on peut être raisonnablement pessimiste. Je pense à la question des inondations, de l'érosion marine, de la vulnérabilité des villes, par exemple, entre Lagos et Cotonou. C'est clair que là, on a quand même un vrai sujet, un vrai problème. Les quartiers informels, les questions d'emploi, de dynamique économique, on est quand même loin d'une situation pour laquelle on pourrait dire que le temps joue pour elle. Je pense que si on laisse courir les choses, on s'expose à des risques, et je dis nous, hein, collectivement, pas simplement l'Afrique, à des risques très importants. Maintenant, quand je vais dans ces villes, je suis toujours optimiste parce que d'abord, ces villes existent malgré tellement de contraintes qu'on pourrait se dire on ne devrait pas trouver des villes qui fonctionnent et pourtant elles fonctionnent. Mal peut-être, mais elles fonctionnent. Il y a une jeunesse qui est dynamique, qui s'est emparée d'un certain nombre de problématiques d'innovation, qui revendique, qui veut faire des choses. Et donc, il ne se passe pas rien. C'est pas un bateau qui suit le fleuve tranquillement. Il y a des remous, il y a des rapides. Mais je trouve, et c'est l'élément qui me laisse optimiste, c'est finalement le fait qu'il y a des populations qui ont envie de s'en sortir, forcément. Un autre élément juste qui me paraît important aussi, c'est l'arrivée quand même sur le continent africain de nouvelles puissances économiques. Ça veut dire qu'on va un peu casser la relation nord-sud exclusive. Il n'y a pas que du bon, hein, évidemment. L'arrivée de la Chine, de l'Inde, d'autres partenaires. Mais je pense que ça permet quand même de rebattre les cartes et en tout cas d'avoir une conception un peu différente des rapports qu'on peut avoir avec l'Afrique.